Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un atelier où on va faire la présentation de NAV2. Donc, je pense que plusieurs personnes connaissent déjà NAV2. Donc, l'idée en fait de cet atelier, c'est voilà, de présenter NAV2, montrer son historique, d'expliquer à quoi ça sert dans le monde de la robotique et voir quelques applications. D'accord. Bien, en introduction, en fait, il faut bien noter que NAV2 est une stack. Donc, c'est une stack de navigation. Donc, c'est énormément utilisé dans le monde de la robotique, plus principalement dans le monde de la robotique mobile. Donc, à la fois dans un espace intérieur et aussi dans un espace extérieur. Donc, aujourd'hui, vraiment, qu'est-ce que je veux dire? Un ingénieur en robotique qui a pour ambition de se perfectionner ou alors de faire carrière dans le monde de la robotique mobile, vraiment c'est une obligation en fait pour lui de comprendre qu'est-ce que NAV2 et comment ça fonctionne. Donc on va faire un petit contest. Donc du coup, pourquoi NAV2 et pourquoi NAV2 a été créé? Donc il faut bien garder en l'esprit que NAV2 en réalité c'est une migration d'une autre stack qui s'appelait MoveBase qui a été développé sur ROS 1. Ok. Donc les mainteneurs en fait de MoveBase, ils ont vu qu'il y avait pas mal de limites en fait à ce stack là. Donc ils se sont dit voilà, il faut qu'on progresse. Donc comme limite avec MoveBase, on avait par exemple une architecture qui n'était pas modulaire. Donc c'était assez compliqué de faire la maintenance de MoveBase. Il y avait un manque de flexibilité en fait de ce stack là. Donc c'était très compliqué de pouvoir ajouter de nouveaux modules, de nouvelles fonctionnalités. Voilà. Et aussi il y avait une très grosse difficulté d'adaptation sur les différents modèles de robots mobiles ou robots qui existent en fait. Voilà. Et en parallèle, on avait l'écosystème ROS qui était en train d'évoluer vers ROS 2 avec toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on connaît. Donc, par exemple, la communication liée au DDS. On avait aussi le QoS Profile voilà, qui a vu le jour et les systèmes avec du lifecycle et bien d'autres choses aussi. Donc, dans ce contexte où on avait ROS 2 qui évoluait et les limites de MoveBase, voilà, ça donnait l'idée aux mainteneurs de se dire voilà, il était temps de faire une migration de MoveBase vers une nouvelle stack qui va être appelée NAV2. Donc, ces stacks-là on va pour objectif d'être beaucoup plus modulaire, voilà, donc avec des composants indépendants, être beaucoup plus fiable et extensible, et aussi d'intégrer des mécanismes modernes comme le behavior tree, voilà, pour piloter les décisions de navigation. Donc, on en discutera un peu plus par la suite. Voilà, donc en gros, s'il faut retenir quelque chose, c'est se dire, voilà, NAV2, c'est une modernisation de la stack de navigation ROS avec les avancées de ROS 2. Ok. Bien, présentation générale de NAV2. Bon, qu'est-ce que NAV2? Comme je disais tout à l'heure, NAV2 est une stack complète de navigation conçue pour les robots mobiles fonctionnant sur ROS 2. Voilà, elle fournit tous les outils nécessaires pour permettre à un robot de, voilà, première étape, se localiser. On connaît l'importance de la localisation en ce qui concerne la navigation. Un robot ne peut naviguer s'il ne sait pas exactement où il se trouve. Donc, avec NAV2, on a des briques qui vont permettre au robot de se localiser. Planifier un trajet. Pareil, un robot, s'il veut aller vers une position cible, il doit être capable de pouvoir planifier sa trajectoire. Donc, planifier sa trajectoire signifie aussi d'observer son environnement, de connaître son environnement, de connaître les obstacles qu'il y a autour de son environnement pour pouvoir avoir une trajectoire optimale. Éviter et contourner les obstacles, voilà, c'est ce que je viens tout juste de dire. Suivre une trajectoire, voilà. Le tout n'est pas juste d'avoir une trajectoire, mais c'est aussi d'avoir la capacité de pouvoir suivre cette trajectoire. Et ceci aussi, on prend énormément en compte le modèle de pilotage du robot, parce qu'il existe plusieurs modèles. Sur le robot est piloté en différentiel, sur le robot est piloté en Ackermann et bien d'autres. Donc, dans la partie suivre la trajectoire, on prend vraiment en compte cet aspect, comment est-ce que le robot est piloté. Et ensuite, une nouveauté que moi j'apprécie particulièrement, c'est adapter son comportement en temps réel grâce au behavior tree utilisé comme un système de décision. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, dans la navigation, beaucoup de choses peuvent arriver.
d'accord? Et le behavior tree, en fait, va aider au robot de pouvoir prendre des décisions de manière autonome pendant qu'il est en train d'effectuer sa navigation autonome. Donc, si je prends un exemple, si un robot qui d'un point A à un point B et que dans cette trajectoire-là, en fait, il détecte un obstacle, quelle décision il va prendre? Est-ce qu'il va essayer de dévier l'obstacle de la gauche, dévier l'obstacle de la droite? Est-ce qu'il va essayer de franchir l'obstacle, tu vois? C'est toutes ces décisions-là, en fait, qu'on peut mettre à l'intérieur d'un behavior tree. Mais le mode qui est énormément valorisé dans le behavior tree, c'est le mode de récupération. C'est-à-dire quoi, en fait? C'est-à-dire, si le robot essaie d'aller vers un point B, qui est un point A, et qui la trajectoire de départ, voilà, pour une raison X ou Y est compromise, il faut qu'il soit capable de pouvoir, comment dire, replanifier une nouvelle trajectoire ou alors redéfinir un nouveau comportement pour pouvoir aller où il veut. C'est ça. Donc, c'est un outil très puissant dans NAV2 et j'espère qu'on pourra faire un atelier dessus très prochainement. Donc, fonctionnalité principale. NAV2 intègre un ensemble riche de fonctionnalités prêtes à l'emploi. Voilà. Donc dans NAV2, vous allez, lorsqu'on va regarder dans le code, vous allez voir, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont déjà prêtes à être utilisées. Par exemple, navigation vers l'objectif. Donc c'est appelé Navigate to Pose. En gros, tu lui donnes juste un point cible où le robot doit arriver et il est capable de planifier la trajectoire et d'envoyer des commandes de vitesse pour arriver à cette position-là. Navigate multi-étapes, donc c'est ce qu'on appelle le navigate through pose. En gros, tu lui donnes plusieurs poses et le robot va définir une trajectoire qui passe à peu près qui passe à peu près sur toutes ces positions-là. Gestionnaire dynamique des cartes, donc changement de carte sans redémarrer la stack. Comportement de récupération, voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Support complet de la simulation, voilà. Dans NAV2, vous avez déjà un modèle qui a été travaillé sur Turtlebot. Il fonctionne parfaitement sur Gazebo Sim. Et l'architecture est aussi basée sur des plugins qui permettent de remplacer ou de personnaliser chaque module, Planner, Controller, Cosmapa. On va revenir davantage sur cette partie-là par la suite. Donc, grâce à cette modularité, NAV2 peut s'adapter aussi bien à des robots simples qu'à des plateformes avancées en environnement complexe. Donc, la modularité de NAV2 lui permet de fonctionner vraiment sur pas mal de plateformes mobiles ou de plateformes robotiques. C'est-à-dire que ce soit en robotique à l'intérieur, donc avec un LiDAR 2D, caméra, il est capable de fonctionner. Que ce soit en robotique en extérieur, avec un GPS, un LiDAR 3D, comme vous voulez, il est capable aussi de fonctionner. Il est aussi possible de pouvoir réduire des modules, c'est-à-dire on peut choisir quel module utiliser dans la stack NAV2 et ça fonctionne parfaitement. C'est aussi ça la force de la modularité. Bien, maintenant on a quand même assez parlé de NAV2, sa modularité et comment ça fonctionne et pourquoi est-ce qu'il a été mis en œuvre. Mais il est aussi très important que vous sachiez où trouver les documents officiels en fait pour voilà. Parce qu'on est dans l'écosystème ROS et c'est de bon côté dans l'écosystème ROS, c'est que pas mal de choses sont documentées, très bien documentées d'ailleurs. Donc si vous voulez avoir la documentation officielle de NAV2, voilà, vous pouvez ouvrir ce site, docnav2.org. Voilà, vous trouvez toutes les informations, hein, les entreprises partenaires. Vous voyez, il y a pas mal d'entreprises qui sponsorisent, qui l'utilisent aussi. Vous avez aussi voilà, la vue d'ensemble et pas mal d'informations. Donc NAV2, lui, il est supporté sur toutes les distributions aussi de ROS. Bon, voilà, il essaie de suivre les distributions de ROS. Voilà, par exemple, on voit qu'il est sur Kaiju, qui est la dernière distribution, mais pas la distribution LTS, mais il est aussi sur Jazzy, qui est la dernière distribution LTS. Donc voilà, le site se présente un peu comme ça. Vous avez un Getty qui vous montre comment installer. Vous voyez, il y a pas mal de tutos, il est plutôt complet. On installe avec 2 lignes de commande. Vous pouvez installer aussi quelques petits démos. Voilà, avec Turtlebot comme j'ai dit tout à l'heure, ça ressemble à peu près à ça. Voilà, vous voyez, tout est détaillé, tout est bien pour vraiment faire un test rapide si vous le souhaitez. Ensuite, vous avez plein de champs, Navigation Concept, voilà, où on explique en réalité comment fonctionne la navigation. Voilà, avec tous les détails sur les serveurs qui entrent en compte dans la navigation.
et plein d'autres trucs. Donc, on en reviendra sur certains d'entre eux. Donc, pareil, il existe aussi le GitHub de l'organisation. Voilà, donc tout le nav2, je ne l'ai peut-être pas dit plus haut, mais nav2, c'est une stack qui est open source. Donc, open source signifie que voilà, on a accès au code source et qu'on peut l'utiliser comme on le souhaite. Donc, je crois que c'est open source, c'est une licence. Je n'ai pas trop, mais c'est une licence où on peut l'exploiter, où les entreprises peuvent l'exploiter sans gêne. Donc, voilà. N'hésitez vraiment pas à venir en fait ici et regarder à peu près comment ça fonctionne et tout. Vous voyez, tout est détaillé, tout le code source de son fonctionnement il est là. Donc après on a quelques exemples ok, qui sont déjà toujours dans l'organisation, voilà, qui sont aussi présents si ça intéresse. Bien, maintenant on va ancrer sur le noyau dur en fait des NAV2, c'est-à-dire son architecture. Donc, il est très important qu'on garde à l'esprit que l'architecture de NAV2 est organisée en serveur. D'accord? C'est très important parce que on va énormément revenir sur les serveurs. Ok, donc, on a cette petite vue d'ensemble en fait de l'architecture. Je l'ai reprise dans le site officiel parce que je trouve que ça résume assez bien le fonctionnement de NAV2, son architecture. Donc, comme il dit, NAV2, il est basé sur une architecture type serveur. C'est-à-dire que vous voyez là, il y a pas mal de serveurs. Vous voyez, tac, tac, on a pas mal de serveurs. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est on va déployer en fait une liste de serveurs. Et ces listes de serveurs-là, en fait, vont utiliser des plugins pour fonctionner. C'est-à-dire que lorsqu'un serveur est actif, il va charger des plugins, un ou deux ou plusieurs. Voilà. C'est aussi ça la force, c'est aussi ça son côté modulaire. Ça veut dire que tu peux avoir un serveur, il est actif, et tu lui donnes le plugin que tu veux. Voilà. Donc, et maintenant pour gérer en fait le lancement, pour créer la gestion en fait de ces serveurs, on a ce qu'on appelle des lifecycle managers. En fait, des lifecycle managers, c'est un système de gestion en fait de vie des nœuds. Voilà. Donc en gros, avec un lifecycle, on peut demander le lancement, la configuration, la destruction des nœuds et tout ça de manière très intelligente. En fait, c'est un concept en fait qui va nous permettre de pouvoir gérer de manière intelligente en fait des nœuds ou alors des serveurs dans ce cas. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut faire, ok, on lance le nœud, d'accord? On le lance, on le dit configure-toi, il va chercher tes paramètres, on lui dit active-toi, il déclenche le plugin et là il est en mode running. Si tu n'as plus besoin, tu peux dire ok, désactive-toi, déconfigure-toi ou détruis-toi. Tu vois, c'est vraiment utile. Ça permet aussi de vraiment rendre assez robuste le fonctionnement en fait de tes serveurs. Parce qu'il peut arriver pour une raison X ou Y qu'un serveur crash ou un nœud crash. Et tu vois, avec ce Lifecycle Manager, en fait, on est capable de pouvoir le relancer de manière automatique. Ok? Bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, tout ça est géré par le Lifecycle. Ok? Vous voyez là, en ligne. Cette ligne, en fait, on a le BT Navigator Server. Le BT Navigator Server, en fait, c'est le serveur qui va être responsable de la gestion du comportement de la navigation autonome. D'accord? Donc, le système de décision. Système de décision pour dire quoi? Ça veut dire c'est ça qui va essayer de cadencer ou alors d'orchestrer la navigation autonome pour nos corobots. Ça dit quoi? Nos corobots, ils se localisent. Donc, sa localisation, on le fait en général via le TF qui est ici. Il connaît son environnement. Il peut connaître son environnement via la map, c'est-à-dire la carte qui est donnée en ancré. Il reçoit les données des capteurs, donc sensor data ici, qui va venir alimenter à la fois le serveur, contrôleur serveur et le planner serveur. Donc ces sensor data, ça peut être caméra, ça peut être un lidar, d'accord? Ensuite, on a des petits modules, vous voyez là, qui sont des waypoint follower, autonomous system, voilà, ce sont des petits modules, c'est pour ça que il peut fonctionner sans, donc c'est pas obligatoire, ok? Par la suite, qu'est-ce qui se passe? Notre arbre de décision va essayer c'est lui qui pilote chacun de ces serveurs en fait, en termes de comportement, il va les piloter, d'accord?
C'est-à-dire, une fois que tu lui donnes un point cible au robot, qu'est-ce qu'il fait? Première étape, vu qu'il a le TF, donc il peut se localiser, vu qu'il a la map, donc il connaît son environnement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par faire le planner server, donc il va commencer par planifier la trajectoire à suivre. Une fois qu'il planifie la trajectoire à suivre, il se retrouve en train d'utiliser le controller server pour pouvoir faire ce qu'on appelle le path cracking, donc permettre au robot de suivre cette trajectoire. Et en même temps, il peut aussi implémenter des comportements prédéfinis. Donc, par exemple, on peut dire recharge-toi si ta batterie est faible. On peut dire, comment dire, la téléopération aussi si nécessaire, assistant téléop. Voilà, ou alors des serveurs de smooth, voilà, pour lisser soit la trajectoire, pour lisser les commandes de vitesse. Il y a plein de choses. Et tout ceci, en fait, va être orchestré et cadencé par ton BT Navigator. D'accord? Donc, vous voyez là, en fait, une fois que le contrôleur, donc le path tracking va être en œuvre, il va te fournir les coordonnées de vitesse linéaire, vitesse angulaire. En fait, tu as comme les commandes de vitesse qui sont envoyées au robot, voilà, qui sort de ce nœud-là, en fait, et qui, voilà, vous voyez là, robot base qui va directement transiter jusqu'au robot. Et c'est là qu'on verra le robot avancer. Ok? Donc, voilà à peu près comment fonctionne l'architecture. C'est assez simple, mais complexe à la fois. Donc, le plus important à retenir, c'est que tu as un orchestrateur pour la navigation qui va fonctionner. Cet orchestrateur-là, en fait, va se charger de faire de s'assurer de la localisation, de planifier et de faire le contrôle pour le suivi des trajectoires. Ok? Donc, aujourd'hui, on va essayer de faire un petit point sur l'architecture, en fait, l'architecture des modules. D'accord? Parce que là, je les ai expliqués dans l'architecture ici. Maintenant, je vais essayer de faire un petit point sur quelques serveurs. D'accord. Donc, le planner server, donc, comme je disais tout à l'heure, le planner server, lui, il gère le chemin global du robot en fonction de la carte de la position cible. D'accord. Donc, le planner server, c'est ce serveur-là, en fait, qui va être responsable de planifier la trajectoire à suivre par le robot. Donc, pour le faire, il aura besoin, en général, de la carte de l'environnement. Il aura besoin de la carte globale et locale, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux lui donner une première carte et ensuite, à l'aide des capteurs, il peut définir une seconde carte. Une seconde carte, ça peut l'aider à pouvoir gérer les obstacles dynamiques, par exemple. C'est-à-dire que lorsqu'il définit sa trajectoire, il va voir de nouveaux obstacles et en fait, il pourra esquiver ces obstacles-là. D'accord? Donc, dans ce serveur, lui, il utilise pas mal de plugins, des plugins qui sont assez connus. Hein. Il utilise les plugins tels que le SMAC, le Theta étoile, le NAF FN. En réalité, c'est des plugins qui utilisent des algorithmes qui sont très connus, tels que le ASTA, le RRT. Donc, voilà. On pourra revenir dessus tout à l'heure dans le tuto. Vous allez voir en fait des détails et aussi quelques articles scientifiques qui ont été publiés par rapport à ça. Ensuite, on a le controller server. Le controller server, en fait, lui, c'est le serveur qui va être responsable de charger les plugins pour faire ce qu'on appelle le path cracking, donc le suivi des trajectoires. Donc, suit le chemin généré par le produit et produit les commandes de déplacement, vitesse linéaire, vitesse angulaire le plus souvent. Donc, en gros, une fois que le planner server va fournir une trajectoire, donc un path, le controller server se charge de récupérer le plugin nécessaire pour pouvoir faire le suivi de la trajectoire qui a été fournie par le planner server. Donc, comme plugin, il existe pas mal. On a le RPP, enfin, ça signifie Regulate PP Suite. On a le DWB, on a le PP Suite et bien d'autres. Donc, on reviendra aussi dessus après. Après, on a le Cosmap Server qui construit la représentation de l'environnement. Donc, ça crée en gros une carte de l'environnement avec les obstacles, la zone navigable et bien d'autres. Voilà, on peut l'implémenter avec les capteurs tels que le LiDAR, caméra. D'accord? Pareil aussi, il a ses plugins. Là, ici, par défaut, il utilise le plugin Nav de Gradient Cosmap. On a le Smooth Server. Donc, il lisse et optimise les chemins pour obtenir une trajectoire beaucoup plus fluide. Voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que si la trajectoire, on peut mettre des petites conditions pour avoir une trajectoire navigable par la géométrie de nos robots ou même par la dynamique. C'est-à-dire qu'il y a certaines trajectoires qui ne seront pas navigables par la géométrie de nos robots. Ok? Donc, le BT Navigator, c'est le cerveau décisionnel orchestre toute la navigation via le Behavior Tree. Lifecycle Manager active, désactive les nœuds,
supervise les états différents des serveurs, configure, active, désactive, clean-up. Voilà, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, donc c'est très puissant, donc ça nous permet de pouvoir gérer les nœuds, nos serveurs aussi. Donc ça c'est juste quelques serveurs qui existent, il y en a pas mal, il y en a le root server, le behavior server, le map server, le docking server, etc. Il y en a pas mal. En fait c'est comme ça aussi qu'a été conçu NAV2, c'est une pile de serveurs. On peut rajouter autant de serveurs qu'on souhaite en fonction des applications qu'on a envie de développer. Donc, procédure d'installation de NAV2, donc ça je les ai déjà présenté ça tout à l'heure. Voilà, c'est des petites lignes de commande. Si vous êtes sur Jazzy, voilà, vous utilisez ça, Rose Jazzy. Si vous êtes sur Humble, vous remplacez juste Jazzy par Humble et ainsi de suite. Donc, pour le lancer, c'est très simple, c'est juste une seule ligne. Cette ligne, en fait, va se charger de lancer tous les serveurs, en fait, de NAV2. OK? Après, si vous souhaitez customiser, vous pouvez, voilà, de manière très autonome, sélectionner les serveurs que vous souhaitez lancer. D'accord? C'est un peu ça. Maintenant, l'une des étapes qui est assez importante lorsqu'on travaille sur NAV2, surtout lorsqu'on débute, c'est avoir la capacité de pouvoir configurer convenablement NAV2. Et pour ça, en fait, dans le tutoriel, on a des guides de configuration. Donc, pour pouvoir configurer NAV2, comme j'ai dit, NAV2, c'est une pile de serveurs. Donc, pour pouvoir configurer NAV2, il faut savoir configurer ces serveurs. Et pour configurer ces serveurs, ça dépend vraiment ça dépend énormément de l'application. Donc, en fonction de l'application, tu as des configurations spécifiques. Donc, par exemple, ici, si je veux configurer le behavior server qui est ici, voilà, vous voyez, il y a toute une documentation qui explique comment ça fonctionne, à quoi correspond chaque paramètre. Voilà, il vous donne des valeurs, il vous donne des types aussi. Et à la fin, on donne un petit exemple. D'accord? Donc, c'est vraiment très utile pour pouvoir apprendre comment configurer. Voilà, on vous a un exemple beaucoup plus complet. Comment configurer ce serveur. Et ça, vous l'avez pour tout le reste. Donc, par exemple, celui-ci, contrôler serveur. Voilà, on vous explique comment ça fonctionne. Pareil, on vous donne les valeurs par défaut. Voilà, avec des explications de chaque valeur. Et ensuite, vous avez un exemple pour montrer comment configurer ce serveur. Donc, si je m'arrête un peu sur ce serveur-ci, vous voyez que ce sont des configurations ROS. Voilà, ça vient de ROS param, où on définit la fréquence du contrôleur, où on va définir les valeurs min, max de la vitesse, crash word, tout ça. Le topic de localisation, de l'odométrie. Très important ici, et le plus très important en fait, c'est le plugin. C'est-à-dire que là, en fait, on va définir quel plugin doit être chargé pour faire le suivi des trajectoires. Voilà, donc ils disent ici contrôleur plugin, on dit follow path, et pour ce contrôleur plugin, voilà, on va dire aller charger l'objet DW Core, DWB Local Planner. Donc, lorsque vous installez NAV2 de manière très simple, en fait, vous avez déjà accès à ce plugin. Maintenant, si vous avez aussi la capacité de créer votre propre plugin et voilà, de l'inclure aussi dans la configuration si vous le souhaitez. Ok, bien. Donc, voici un exemple plutôt complet d'une configuration de NAV2. Donc, on peut commencer par le BT Navigator où voilà, on définit à peu près ces configurations, le global frame, le boot frame, le topic de dométrie, le BT loop duration. Tu vois les différents comportements qu'on peut mettre en place, navigate to post, navigate through post, voilà, avec les plugins qui correspondent bien et tout. Et à l'intérieur, ils ont déjà la liste des comportements qui sont définis. Le contrôleur serveur que j'expliquais tout à l'heure, donc il est là. Donc une fois que vous sélectionnez le plugin qu'il faut, voilà, par exemple ici, voilà la différence. Ici c'est plutôt le Regulate PP Suite. Chaque plugin aussi a sa configuration. Donc par exemple ici, ce plugin, il a des variables. Tu vois, c'est pas la même variable en fait que si tu utilisais par exemple le DWB. Ça, il faut vraiment faire attention à ça. Ok. Ensuite, on a le local Cosma. Pareil, on configure, on met des valeurs et tout.
Voilà. Mais pour ça, ça a l'air vraiment très très exhaustif, mais il ne faut pas avoir peur, comme j'ai dit tout à l'heure. Chacune de ces paramètres, en fait, il suffit juste de venir ici. Voilà, choisir on était où, voilà, collision monitor, vous venez juste là et vous avez la description de ces paramètres-là. Voilà. Et donc vous voyez, vous aurez comment ça fonctionne et comment le paramétrer. Donc, ça fait beaucoup de lecture, je l'avoue, mais c'est utile si vous voulez utiliser Nav2 de manière optimale. Donc, voilà les paramètres clés: planeur, résolution, tolérance, comportement feedback, contrôleur, fréquence type, contrôleur gain, cosmap, taille, résolution, obstacle, inflation, BT, choix de l'arbre XML. Donc, en gros, c'est juste pour dire, en fait, il y a beaucoup de paramètres voilà, qui fonctionnent très bien avec des valeurs par défaut. Et en général, lorsqu'on fait des applications liées à la robotique mobile, voilà, en général, on peut venir toucher le planeur parce que la géométrie de nos robots est un peu différente de la géométrie de base. On peut venir modifier le contrôleur parce que nos robots, au niveau du suivi des trajectoires, voilà, c'est pas la même autorisation, la chose comme ça, le même pilotage. La Cosma parce que voilà, notre environnement est beaucoup plus dense, moins dense, des choses comme ça. Le Behavior parce que voilà, on veut implémenter quelques comportements assez spécifiques. Voilà. En général, c'est ça qu'on modifie, mais le reste, on conserve les valeurs en fait. Ça nous évite un peu trop de travail. Donc, au début, j'ai parlé de la modularité de NAV2. Donc, vous avez vu, il y a des serveurs, il y a des plugins qui existent, mais il faut noter aussi que on n'est pas que des spectateurs lorsqu'on travaille avec NAV2, on peut aussi contribuer. Quand je dis contribuer, ça veut dire qu'on peut aussi implémenter nous-mêmes nos propres plugins. C'est-à-dire, on peut, si parmi la liste des plugins de suivi des trajectoires, il n'y a pas ce qui correspond à nos robots, on peut nous-mêmes développer nos propres plugins de suivi des trajectoires. Voilà, il détaille exactement, voilà, c'est un C++, comment développer nos propres plugins qui va être compatible avec ce serveur-là. Et c'est vrai pour pour le planner, pour le navigator, pour le behavior, et ainsi de suite. Donc, on a pas mal d'explications ici qui va nous aider à pouvoir voilà, développer des comportements, développer des plugins qui sont adaptés par le robot. C'est vraiment au cas où on essaie de personnaliser en fait les plugins en fait pour Nav2. Voilà. Voilà, quand vous atteignez déjà un certain niveau, voilà, c'est super intéressant de faire ça parce que voilà, on voit très vite les limites des plugins par défaut quoi. Donc, voilà, on pouvait créer des PPSheet custom, des A-Histoire custom, Smooth lycée, la trajectoire du GPS, voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire, ok? Donc, maintenant, on a pas mal, vous avez vu d'ailleurs sur le site officiel, il y a pas mal de robots qui tournaient avec NAV2, donc on a le Turtlebot 4, Turtlebot 3 qui fonctionne très bien avec NAV2, on a des robots de chez Clipad, voilà, qui fonctionnent très bien avec NAV2, on a pas mal de projets, je crois, c'est même chez Agilix, qui fonctionne aussi avec NAV2. Donc il y a pas mal de robots actuellement qui fonctionnent avec NAV2. Et je veux dire même pas seulement les robots mobiles, mais il y a aussi des robots, des robots humanoïdes aussi qui peuvent fonctionner avec NAV2. Ouais, parce que la force de NAV2, il faut bien garder à l'esprit que la force de NAV2, c'est sa modularité. En fait, au lieu d'utiliser tous les serveurs de NAV2, on peut juste extraire quelques serveurs, c'est-à-dire tu peux extraire, tu dis ouais le planeur il est pas mal, on peut extraire le contrôleur serveur il est pas mal, la partie des décisions aussi c'est pas mal, et ça tu peux le moduler comme tu le souhaites pour ton application, et c'est ça aussi la force du truc. Donc c'est hyper important de garder ça en tête, c'est-à-dire on peut vraiment réutiliser l'architecture de Nav2 pour plein de types de robots, et ça vraiment ça c'est très fort, c'est très puissant, ok. Donc, je vous ai aussi préparé une toute petite démo, ok, comme ça vous pourrez voir un peu près comment ça fonctionne sur un de nos projets. Toc toc, ouais, juste une petite vidéo. Voilà, donc ça c'est un de nos projets robots indoor dans l'organisation. Donc, je fais ça. On pouvait voir de ce côté, on a
notre petit gazebo, voilà, qui fonctionne avec un robot, avec une espèce de labyrinthe, d'accord. De l'autre côté, ça c'est l'affichage de AirViz avec une première carte de l'environnement. Bon, c'est pas parfait parce que voilà, le écran on connaît les griffes, mais voilà, ça fonctionne plutôt bien. Donc, on lui donne la map de l'environnement. Vous voyez, le robot, il est juste là. Il arrive à se localiser. Il arrive aussi à créer une zone de navigation. Donc voilà, vous voyez là, tout ce qui est en blanc là, c'est la zone de navigation autorisée. Tout ceci, c'est en fonction aussi de comment tu as configuré ton robot. Donc, si tu configures ton robot, voilà, avec un très grand rayon, il réduit aussi la zone de navigation. Donc, vous voyez, on n'a pas beaucoup de zone de navigation là. D'accord? Donc, je me remets avec la vidéo en play. On peut, voilà, que je vais donner un point à suivre qui était juste là. Voilà, on a vu le robot qui a crassé cette. Vous allez revoir. Voilà, première étape, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais lui donner un second point à suivre. Allez, tac, tac, tac. Je vais donner un second point à suivre. Voilà, il est juste là. Et vous voyez ce petit fil-là, en fait, quand je lui donne un second point à suivre, il va créer. Ce petit fil-là, en fait, c'est la trajectoire qui va définir entre la position où il était et la position à suivre. Donc, et par la suite, vous voyez, il suit exactement ce petit fil rouge là. Donc, il est possible aussi qu'il replanifie sa trajectoire. Vous voyez, voilà. Vous voyez, au départ, c'était comme ça. Ensuite, ça fait, vous voyez, ça bouge. Ce petit fil rouge, il bouge un peu. Pourquoi? Parce qu'il est possible que le robot, pendant sa navigation, il replanifie la trajectoire à suivre. Tout ceci dans un souci d'être optimal. C'est-à-dire qu'il peut, voilà. En fait, c'est aussi lié à une petite erreur vous voyez, dans la cartographie. Lorsqu'il est comme ceci, il a une meilleure, vous voyez, le lidar, il est plutôt aligné avec la map du départ. Mais lorsqu'il prend un petit virage là, vous voyez, c'est un peu décalé. Bon, ça perturbe un peu la trajectoire, mais au final, ça va. Il réussit à tout reconfigurer comme il faut et c'est nickel. Donc voilà un peu comment ça fonctionne, voilà un peu à quoi sert Nav2. Vous avez vu là, typiquement c'est une application en indoor, donc en intérieur, où on est capable de définir des points au robot. On a déjà on a une carte en fait de l'espace. Le robot va suivre la trajectoire. Vous voyez à quel point c'est puissant. Donc on peut l'utiliser en entrepôt, on peut l'utiliser même dans la maison pour faire des tâches spécifiques. Donc il y a pas mal d'applications en fait à ce stack là. Donc vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, Nav2 est une stack de serveur pour la navigation autonome. Et on peut le moduler à notre sauce en fonction de ce qu'on veut appliquer. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous expliquer par rapport à Nav2. C'est une petite présentation. C'est une stack qui est vraiment, je ne vais pas dire complexe, mais vraiment lourd en fait. Et c'est toujours bien de commencer quelque part, d'avoir déjà une idée générale de cette stack, comment ça fonctionne. Et ensuite, on pourra entrer en profondeur au fur et à mesure. En tout cas, merci bien pour l'écoute. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.